France Culture. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Voici des forestiers et des agronomes à l'école pour planter les graines du savoir. L'école forestière de Nancy, l'Institut agronomique de Grignon près de Versailles, des fleurons de la formation avec des spécialistes, des ingénieurs capables de faire feu de tout bois quand il s'agit de prendre soin des champs, des forêts, des milieux naturels, des écoles avec leur histoire et leur tradition. Eh bien, je vais bien surprendre nos auditeurs en leur disant que s'approche de nous une bande de, comment peut-on dire, de crétins, d'abrutis et d'idiots, c'est cela? Abrutis. Alors, voulez-vous expliquer à nos auditeurs, n'est-ce pas, qu'ils pourraient trouver un peu surprenant ce vocable, à quoi correspondent justement ces appréciations? Le cours de l'histoire. Première année, on est crétin. Seconde année, abruti. Troisième année, idiot. Alors ensuite, on devient fistici, couillou. Il y a différents termes. La richesse du vocabulaire à l'école de Grignon, c'est un élève dans les années 1950. Ici, Stéphane Lambret, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Lille, spécialiste justement de cette école de Grignon. Il y a ce vocabulaire-là à Grignon? Oh, certainement. Certainement, et dès le 19e siècle. Avec des idiots, c'est rigolo. Xavier Rochelle, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de géographie à l'Université de Lorraine et vous êtes spécialiste de l'école de Nancy. S'occuper des champs, des forêts, nous l'imaginons comme une préoccupation sur le temps long. Avant la création de ces écoles-là, dans les années 1820, il existait quand même des formations, j'imagine déjà sous l'Ancien Régime. On sait l'importance accordée au pâturage et au labourage en France. Xavier Rochelle, il existait des choses pour s'occuper des forêts notamment. Alors si, au XVIIIe siècle, si vous êtes forestier, vous avez une formation qui est une formation généraliste. C'est-à-dire que vous avez fait vos humanités, vous avez fait du droit, et ensuite, très certainement, vous avez trouvé l'opportunité d'acquérir un office de maître particulier des eaux et forêts, par exemple. Donc vous êtes formé. Vous êtes formé en droit, vous êtes formé en latin, vous êtes formé dans beaucoup de choses, mais certainement pas sur les sciences naturelles ou la forêt proprement dite. Ce qui veut dire que vous avez en fait de l'argent pour pouvoir acheter cet office. Il faut déjà de l'argent. Ouais, il faut déjà de l'argent. C'est la même chose pour les agronomes. D'ailleurs, je ne sais pas si le mot ne serait pas un tantinet anachronique quand on parle du XVIIIe siècle. Il apparaît, ce mot agronome, au cours du XVIIIe siècle, précisément, et les premiers agronomes, qui ne s'appellent pas forcément comme ça, le terme va se déployer petit à petit en Europe, en France, au fur et à mesure, mais effectivement commence à déployer cette idée de mettre la science au service de l'agriculture, avec des personnages qui sont à la fois formés, mais qui sont aussi des autodidactes. Je pense à Duhamel du Monceau, qui est l'un des plus célèbres, membre de l'Académie royale des sciences, qui va installer un laboratoire de chimie sur son propre domaine, et puis faire des expérimentations pour commencer à installer des connaissances. Stéphane Lambret, vous venez de dire dans son propre domaine. Et là, le propre domaine, c'est important pour comprendre cette histoire-là, parce que tous les gens que nous allons rencontrer aujourd'hui sont des gens de leur temps, c'est-à-dire qu'ils possèdent souvent des propriétés. La terre est essentielle pour l'assise sociale et pour la richesse. C'est la même chose pour les forêts. Il faut des bois pour la chasse. Et donc, dès lors, c'est presque une initiative privée, on pourrait dire, de s'occuper des forêts. L'exemple qu'on pourrait donner, c'est Buffon, qui est un grand personnage de la recherche sur les forêts. C'est vraiment un personnage qui est très très important sur les études relatives à la croissance du bois, la croissance des arbres, etc. Et s'il fait ça, bien évidemment, c'est parce que ça fait partie de ses recherches personnelles par rapport au fait qu'il est maître de forge et qu'il est propriétaire forestier et qu'évidemment, il en retire un revenu très important. Et oui, parce que pour les champs, c'est la même chose, j'imagine. Dès qu'on est propriétaire, ou en tout cas que l'on possède des terres avec des fermiers, on a tout intérêt à ce que ces fermes produisent beaucoup. Oui, effectivement, petit à petit, on se préoccupe d'un rendement qui peut s'accroître. Effectivement, alors ces grands propriétaires, ils gèrent souvent pas directement, mais ils ont intérêt à avoir un personnel qui est capable de gérer. Donc il n'y a pas de formation spécifique sous l'Ancien Régime, des formations, vous nous avez dit, d'humanité en fait. C'est pas un métier. C'est-à-dire qu'on arrive là peut-être dans certains cas par vocation, enfin il faut pas avoir une image trop réduite des choses, mais surtout on a l'opportunité d'acquérir un office, on achète, on revend, etc. Et l'exemple qu'on peut donner, c'est Jean de La Fontaine. Ah oui ? Jean de La Fontaine qui a été maître particulier à Château-Thierry à partir de 1658. Il reste un certain temps dans son office et puis finalement ça ne l'intéresse plus guère et il revend sa charge.
Donc, c'était pas un métier pour lui, c'était une charge comme une autre. Ah oui, c'est vraiment étonnant de voir ces schémas-là. Pour l'idée de valoriser les fermes et la production, là, on est quand même dans une démarche qui mêle l'intérêt économique et l'intérêt scientifique. C'est d'ailleurs en cela que le XVIIIe siècle est passionnant aussi. Oui, exactement. On a des physiocrates qui commencent à s'intéresser effectivement à ces questions-là. Et puis, cette idée que, alors plutôt début 19e, on avance un petit peu dans le temps, mais cette idée aussi que si on veut encourager l'industrialisation, il va falloir produire plus, parce qu'on aura moins de producteurs. La main-d'œuvre va peut-être partir vers l'industrie. J'avance dans le temps en disant ça, mais c'est quand même une donnée assez fondamentale. Et puis avec l'importance de bois à ce moment-là, l'industrialisation, nous le savons bien, repose aussi sur le bois. C'est cette idée que le bois ne disparaît pas face au bétal. Ouais, du bois, des chevaux aussi, c'est hyper important aussi. Les écoles vétérinaires au XVIIIe siècle sont une des premières réalisations dans ce contexte-là. C'est par les écoles vétérinaires que l'on pourrait commencer à dater la volonté aussi de spécialiser des gens, ou en tout cas de créer des institutions qui forment des gens pour s'occuper, alors en l'occurrence pour les écoles vétérinaires, sont des animaux. Je pense que c'est Alfort, aujourd'hui Alfortville, la grande école vétérinaire. Il y a Alfortville, milieu XVIIIe siècle. Effectivement, c'est des institutions assez originales. Et puis à côté de ça, et à la même époque, on a des sociétés d'agriculture qui commencent à se développer et qui jouent un rôle important aussi comme foyer de réflexion, de discussion et peut-être de diffusion du progrès agricole. À quel moment peut-on voir apparaître la volonté de la part de l'État ou des institutions de former des gens spécialistes pour s'occuper des forêts déjà ? Eh bien, si on parle de la France, ça va apparaître en 1791 surtout. C'est-à-dire qu'on va commencer à se dire que déjà le cadre juridique est obsolète, il date de 1669, la grande ordonnance de Colbert, et quand on arrive à la fin du XVIIIe siècle, c'est une ordonnance qui est considérée comme un petit peu poussiéreuse. Et on s'intéresse aussi à l'enseignement, parce qu'on a un modèle qui est le modèle allemand. Et l'enseignement forestier est en place en Allemagne depuis 1763. On a eu une première école spécialisée dans le domaine forestier, et puis d'autres écoles, d'autres chaires sont créées à différents endroits, à Tarente, Berlin, à Saint-Pétersbourg aussi. Et donc en France, on est un petit peu en retard là-dessus. Et on en discute, mais on va mettre beaucoup de temps à s'accorder là-dessus. Une bonne trentaine d'années de réflexion. Oui, ce qui est long. D'ailleurs, c'est la même chose pour l'agronomie. Le modèle étranger a tendance à inciter les institutions françaises à créer des choses. En tout cas, on a des circulations, effectivement, et qui vont inciter des grands propriétaires ou des agronomes français. Je pense que le meilleur exemple, c'est Mathieu de Dombasle, étudié par Fabien Knitel. Mathieu de Dombasle, il va apprendre un petit peu cette agronomie auprès d'Albrecht Taher, qui est un agronome allemand extrêmement réputé, mais on voit bien aussi que Dombasle, à travers Taher, accède à l'agronomie anglaise, et puis il va faire de la traduction. Bref, on a une espèce d'Europe de papier autour de l'agronomie qui se met en place, des éléments qui circulent, et puis la traduction, c'est pas comme aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on traduit, mais on met des notes, on complète, on ajuste, etc. Et donc on a comme ça un certain nombre de savants qui vont progresser, et puis de Dombasle est à l'origine d'une des premières écoles agricoles en France, en 1822, à Roville, près de Nancy. Parce qu'il y a la multiplication d'écoles. Nous pensons à l'école de Nancy pour les forêts, à Grignon pour l'agronomie, mais ça dissimule, en disant simplement ces noms, tout ce qui se passe un peu partout en France. Ouais, exactement. En fait, ce que l'on a peut-être redécouvert, qu'on avait peut-être un petit peu sous-estimé chez les historiens, c'était cette idée qu'il y a beaucoup d'initiatives privées, souvent, pour certaines peu durables, qui disparaissent assez rapidement parce que ça suppose quand même des investissements, ça suppose un coût, une énergie importante. Et puis, parfois, quelques institutions survivent et viennent être un petit peu appuyées par l'État, qui les subventionne, etc. C'est le cas de Grignon, par exemple. Xavier Rochelle, on a le même phénomène pour les forêts, des expériences locales et puis un regard porté par l'État sur ces expériences ? Oui, des expériences d'enseignement, des expériences qui ont trait, par exemple, à des tentatives de plantation, des travaux comme ça qui sont développés chez les grands propriétaires forestiers et qui vont commencer à donner naissance à une nouvelle idée de la forêt qu'on va chercher à rationaliser de façon claire à partir du XVIIIe siècle. La forêt, pourquoi ? La forêt, alors pour le bois, on l'entend bien, vous avez évoqué, Xavier Rochelle, Colbert, avec l'importance du bois. Nous l'associons souvent au navire, à la marine, mais il n'y a pas que cela. Au début du XIXe siècle, le bois est utile. Vous allez me répondre, pour tout. Mais pourquoi ? Le bois est utile pour tout un chacun. C'est ça qu'il faut se dire, c'est que c'est pas forcément un matériau qui est manipulé par des professionnels,
mais que la quasi-totalité des Français utilisent le bois, font leur bois, puisque ce sont des ruraux et qui se chauffent au bois. Et donc, c'est d'abord quelque chose qu'on utilise dans l'industrie, mais aussi au quotidien, dans les foyers, dans la construction, etc. Et il faut se rappeler qu'au-delà du bois, la forêt, c'est aussi un grand espace de pâturage et de pratiques agricoles. Et ça, c'est vraiment très important. Parce qu'une des premières actions de l'école forestière, ce sera de lutter ou de contribuer à lutter contre ça. Cette interpénétration entre l'agricole et le forestier. Et au début du 19e siècle, nos forêts sont fortement déplumées. En particulier à cause de ces activités agricoles, le pâturage constant des forêts très clairiérées. Et il est très, très classique de trouver dans un massif forestier 20, 30, 40% de landes. Et donc, ce sont des forêts peu boisées. C'est bien ça qu'il faut avoir en tête. Ah oui, ce sont des forêts qui ne sont pas du tout à l'abandon. Ce sont des forêts qui sont habitées, occupées, exploitées, mais pas seulement pour le bois. C'est ça, on laisse les cochons qui vont glander tranquilles et puis il y a toujours du monde dans la forêt. Alors les cochons, c'est plus trop le cas au début du 19e siècle, où c'est quelque chose qui s'est fortement effacé pendant le courant de l'époque moderne. Le cochon, c'est encore important au Moyen-Âge, au début de l'époque moderne, et puis petit à petit, ça s'est effacé. Par contre, il y a des vaches partout, des chevaux partout, et on a des cultures en forêt, des cultures sur brûlis. On a quelquefois l'image de la culture sur brûlis qui serait tropicale, etc. Mais c'est quelque chose de très courant dans certaines régions françaises. Le sartage ardennais, par exemple, mais pas seulement en Ardennes, dans les Vosges, dans le Massif central. On cultive en forêt. C'est quelque chose, évidemment, que les forestiers voient avec beaucoup de déplaisir. Oui, parce que ça, ce sont des images que nous n'avons pas en tête. Quand nous imaginons la forêt au début du 19e siècle, c'est un lieu un peu hostile, avec des loups, on n'ose pas y rentrer, pourquoi pas des brigands, alors que pas du tout. Il y a des vaches et des chevaux. Stéphane Lambré, par rapport aux pratiques agricoles, là aussi, alors vous allez me contredire, mais moi j'imagine encore au XVIIIe siècle, au début du XIXe siècle, des pratiques qui sont la répétition de gestes anciens sans réelle innovation majeure, si ce n'est sur des marges. Les marges très importantes, mais c'est une reproduction. Ai-je tort ? C'est un peu le discours des agronomes, d'une certaine manière, qui voient les pratiques paysannes comme, finalement, ne se renouvelant pas, ne se modernisant pas, et qui, justement, prétendent venir faire une espèce de transfert technique pour apporter des connaissances nouvelles. Alors, c'est à la fois vrai et faux. C'est-à-dire que, certes, il y a une modernisation extrêmement lente des pratiques agricoles, du matériel en particulier. Néanmoins, il y a des pratiques qui ont leur rationalité et dont il ne faut pas tomber dans cette lecture un peu binaire qui consistera à dire finalement les agronomes apportent la science et les paysans sont totalement archaïques. On sait bien que c'est infiniment plus complexe. Merci de le dire et de le souligner parce que c'est important, on l'oublie bien souvent. À quel moment est créée l'école forestière de Nancy, Xavier Rochelle ? Alors, on y réfléchit longtemps, comme on a dit, et c'est dans les années 1820 que les choses vont enfin se mettre en place, et en particulier par une ordonnance de l'été 1824, du 26 août 1824, qui fonde l'école. Une deuxième ordonnance qui place l'école à Nancy au 1er décembre 1824 et qui règle tous les détails d'installation. Donc cette ordonnance du 1er décembre prévoit l'ouverture et les premiers élèves au 1er janvier 1825. Il va falloir tout organiser en un mois. En un mois, c'est extrêmement rapide. En plus, si j'essaie de me souvenir de ma chronologie des rois de France, on est sur une transition entre Louis XVIII et Charles X. Tout à fait, exactement. C'est une des dernières actions politiques de Louis XVIII, c'est de signer cette ordonnance. Et c'est ainsi que l'école forestière est créée à Nancy. C'est à Nancy que fut créée, en 1825, l'école royale forestière, 14 rue Girardet, à l'emplacement même de l'école nationale du génie rural et des eaux et forêts. Pourquoi en 1825 a-t-on implanté l'école nationale des eaux et forêts à Nancy ? Parce que Nancy est au centre d'une région forestière extrêmement riche et surtout très diversifiée, puisqu'il y a à la fois les résineux dans les Vosges, le hêtre sur les plateaux calcaires, le chêne sur les plateaux argileux de Lorraine. Et d'autre part, sous l'influence des grandes écoles allemandes qui commençaient à se développer en même temps. L'ENGREF est donc une école d'application de l'Institut national agronomique de Paris et de l'école polytechnique. L'ENGREF possède 3 centres, Paris, centre de formation générale, Aix-les-Bains, station d'études hydrobiologiques, et Nancy, centre spécialisé de formation forestière. Avec ici l'évocation de Nancy et les raisons qui ont poussé à choisir cette ville de Nancy, donc la variété des forêts, les Vosges pas loin et l'Allemagne aussi pas loin. Ce qui est important à se rappeler, c'est d'abord pourquoi pas Paris.
Et ça, c'était déjà un geste important, parce qu'au départ, on a des forestiers qui, sous l'Ancien Régime, sont des administrateurs, qui font du droit, etc. Le cœur de leur travail n'est pas très technique, pas très lié au terrain. Et le fait de choisir une école hors de Paris, ça veut dire qu'on pense au terrain, ça veut dire qu'on veut avoir des courses en forêt, ce qu'on appelle des courses. Ce sont des visites de terrain, et ça veut dire qu'on veut faire des travaux pratiques aussi. Et donc, le fait de sortir de Paris est déjà un geste extrêmement, extrêmement important. Ouais, symboliquement, c'est très fort, effectivement. Voilà. Ouais. Et alors pourquoi Nancy? Alors que c'est une petite ville de 30 000 habitants à l'époque, c'est vraiment, voilà, c'est en termes de science, etc., c'est certainement pas un phare à l'échelle européenne. Pourquoi Nancy? Ben on l'a dit, il fallait absolument avoir aux alentours de l'école des forêts de différents types. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la personne qui est à la manœuvre, qui s'appelle Baudrillard, qui est le forestier qui a fortement influencé la création de l'école, Baudrillard, il trouve que les forêts lorraines sont en bon état, en relativement bon état, et ressemblent un petit peu à ce qu'il voudrait obtenir. C'est-à-dire qu'on a des forêts riches en bois, riches en gros bois, alors dans le reste de la France, on a souvent des forêts plutôt sous forme de taillis ou des forêts pauvres en bois. Et il a envie que les forestiers se forment au milieu d'un univers qui ressemble à ce qu'on doit obtenir, avec beaucoup de futaies, beaucoup d'arbres de qualité. Dans l'archive que nous venons d'entendre, elle date de 1980, nous entendions Joanny Guillard, qui était directeur de l'École nationale de génie rural des eaux et forêts de Nancy. Le mot génie apparaît ici. Génie, je l'associe au monde militaire. Dans l'armée, le génie, c'est l'arme qui est chargée de construire les ponts, de construire les routes. Est-ce que c'est une ambiance militaire à sa création ? Alors, à la création, non, pas vraiment, même s'ils ont un uniforme et qu'il y a des liens avec le monde militaire. Le lien avec le monde militaire, il apparaît surtout sous la Troisième République. Quand on va commencer à avoir donc des levées de drapeaux et qu'on va commencer à considérer ces élèves comme des officiers, en tout cas, ils ont une équivalence avec des grades de l'armée. Et donc on aura une vie extrêmement militaire de ces élèves à partir des années 1880 surtout 1889. Donc voilà, on a quelque chose de civil en 1824 quand l'école forestière de Nancy est créée, ce qui est pertinent ici d'associer l'école forestière et l'école d'agronomie, c'est que nous sommes dans la même période. Stéphane Lambré, l'école d'agronomie de Grignon, c'est à peu près les mêmes années. Oui, c'est ça, c'est 1826, dans la décision de créer cette école à Grignon, à 15 km à peu près au nord-ouest de Versailles. Les premiers élèves arrivent en 1828, ils sont 5, c'est modeste, et ça va vraiment commencer à se déployer à partir de 1832, où là on commence à rentrer dans le régime normal de l'établissement. Et de la même manière, très vite on pense à des internes, principalement, parmi ces élèves. Là aussi, avec une vie un petit peu plus isolée aussi, on est sur un domaine agricole un petit peu à part, et puis sans doute aussi l'uniforme, etc. Pourquoi Grignon ? Alors pourquoi Grignon ? Parce que le Charles X décide d'attribuer un domaine au fondateur qui s'appelle Auguste Bella. Et Auguste Bella, qui est un ancien soldat d'ailleurs, lui-même s'est formé auprès de Mathieu de Dombasle que j'évoquais tout à l'heure. Et ils choisissent ce terrain qui leur est concédé pour 40 ans. Puis ils ont un beau domaine agricole, 476 hectares, qui leur permet quand même de faire pas mal de choses, d'envisager de la mise en culture, et puis vraiment d'articuler étroitement enseignement théorique, enseignement pratique, ce qui est toujours une constante dans la discussion, quelle part pour le pratique, quelle part pour le théorique dans ce domaine de formation. Avec ici 2 dates, 1824 pour l'école forestière de Nancy, 1826 pour l'école d'agronomie de Grignon. C'est intéressant de voir ça parce que il y a toute une série d'écoles fondées au moment de la Révolution française, l'école normale, le conservatoire des arts et métiers, l'école spéciale des langues orientales et l'école polytechnique, avec une formidable émission du cours de l'histoire que je vous invite à écouter sur franceculture.fr et l'appli Radio France. Il se passe rien du côté de l'agronomie et des forêts durant l'épisode napoléonien qui pourtant est extrêmement dynamique pour tout organiser. Il faut attendre la Restauration. Pourquoi ? C'est le contexte qui a changé, ce sont des besoins nouveaux. Pourquoi ces années 1820 ? Xavier. Ce qui concerne les forêts, rien n'a changé ni dans les besoins, ni vraiment dans le contexte qui est toujours difficile. Simplement, on n'arrive pas à s'entendre parce que les forêts, c'est un sujet explosif à beaucoup d'égards. Entre, par exemple, l'interventionnisme de l'État au niveau des propriétés forestières particulières, on comprend tout de suite qu'il y a un enjeu de société très important. Par contre, il se passe quelque chose de très important.
c'est qu'on va occuper une partie de l'Allemagne et qu'on va placer des fonctionnaires français pour gérer les forêts allemandes dans les années de 1799 jusqu'à l'époque napoléonienne. Et donc, vous avez des forestiers français qui vont se former en Allemagne et qui vont fréquenter les écoles allemandes et se lier d'amitié, y compris avec des grands forestiers allemands. Et ça va être très important dans la fondation de l'école. Parce qu'on se dit qu'on va avoir une nouvelle technicité, une nouvelle culture forestière qui va se développer à ce moment-là. Ouais, c'est passionnant de voir ces échanges, mais je l'ai repéré dans ce que vous nous disiez depuis tout à l'heure. On voit que tout le monde s'observe de partout, des lettres, des écrits, des publications aussi. Pour l'agronomie, c'est le cas. Je pense que c'est aussi des grands succès d'édition, sans doute, avec ces ouvrages qui vont permettre à tout à chacun de se dire, mais je vais d'un seul coup rentabiliser mes terres et les rendre extrêmement performantes. Tout à chacun, je sais pas, mais en tout cas... Les plus riches. Les plus riches, voilà. Mais en tout cas, oui, il y a cette idée. Peut-être que pendant la Révolution, c'est plutôt du côté de la chimie qu'on a des réalisations. C'est-à-dire la forme n'est pas celle d'un enseignement agricole, au sens où on l'a évoqué avec Grignon et où on l'évoque un peu plus tard. On est plutôt du côté de la production savante, mais sauf qu'on se rend compte sans doute que ça fonctionne pas suffisamment. Ce qui est intéressant, en revanche, c'est que quand on crée Grignon, quand Auguste Bella prend la tête de Grignon, il se réfère très explicitement à un modèle de grandes écoles telles qu'elles ont été fondées pendant la Révolution. Il veut fonder des ingénieurs. Ce qui est quand même pas si évident quand on forme des agriculteurs de se dire ils vont être ingénieurs. La référence, elle est bien à celle-là. Et donc là, on a une forme de circulation, en fait, un peu des références. Avec plein d'expériences antérieures, on le sait bien, à Rambouillet, le roi de France se plaisait à améliorer la race ovine. Ce sont les mérinos. Il y a une volonté ici d'uniformiser peut-être un peu les différentes pratiques, parce que quand vous nous disiez que partout en France, il se passait des petites expériences ici et là, avec une école, il y a peut-être la volonté de synthétiser tout ça, Stéphane Lambré. Il y a d'une certaine manière une forme de tension entre uniformisation et adaptation aux spécificités locales, aux spécificités culturelles, au terroir, etc. C'est-à-dire que, est-ce qu'on peut faire une école agricole qui représente finalement l'ensemble des techniques agricoles à travers la France? Ça paraît assez compliqué. Et donc il y a Grignon, il y a effectivement Roville avec Mathieu de Dombasle, il y en a 2-3 autres qui se créent dans ces années 1820, et il va y avoir la tentation assez vite quand même de les spécialiser. Grignon serait plutôt du côté des céréales, du côté de la grande culture, etc. On a une école près de Montpellier qui irait plutôt vers la viticulture, etc. Mais Grignon va toujours refuser un petit peu d'être spécialisé, d'être régionalisé, va toujours se prétendre école nationale. Et donc il y a une tension là. Direction Grignon. L'École nationale d'agriculture de Grignon fut fondée en 1826 par Auguste Bella, qui était un ancien colonel de cavalerie de l'armée de Napoléon. L'école eut des sorts divers au cours de 125 ans d'existence et s'appela successivement, suivant les régimes, école royale, puis régionale, puis impériale, pour devenir finalement l'École nationale d'agriculture de Grignon, qui comprend dans son enceinte 4 séries, pourrait-on dire, d'activités. Il y a d'abord un château du siècle de Louis XIV, mais qui est antérieur à Louis XIV, puisqu'il fut construit en 1636, un établissement d'enseignement proprement dit, qui occupe d'ailleurs une partie du château et des communs du château, en dehors d'énormes bâtiments qui sont répartis à l'intérieur d'un parc de 302 hectares. Et puis, à côté de l'école, un établissement agricole proprement dit, qui est une ferme, qui sert en permanence de possibilité d'expérimentation aux élèves et qui est indispensable à l'enseignement de futurs agriculteurs. L'école de Grignon présentée ici en 1952, Stéphane Lambré, ça ressemble un petit peu à un modèle de ferme idéale. On l'entend ici, c'est pensé comme ça, un bâtiment, l'ancien château pour loger, puis d'autres bâtiments, des champs pour des expérimentations, c'est une chose, mais surtout pour la formation des élèves. Oui, on a un petit peu le même schéma qui va se mettre en place peu de temps après avec un autre établissement qui s'appelle l'Institut national agronomique, qui est fondé en 1848 et qui s'installe à Versailles. Alors c'est assez intéressant parce que à Versailles, c'est la même chose, 1500 hectares de terre, etc., le potager du roi, et puis on installe les salles de cours, les amphithéâtres, les laboratoires dans les anciennes écuries royales. Donc à chaque fois, on essaie de composer avec des locaux, etc. Donc là, on est vraiment sur une adaptation, et on voit bien que pour Grignon, par exemple, ce domaine-là qui vient d'être décrit, il est concédé
concédé pour 40 ans, et ça va poser d'énormes problèmes au bout de 40 ans, parce que ils vont devoir rétrécir le domaine, ça va changer complètement la nature de l'enseignement. Il passe de 476 hectares à 78 hectares, avec beaucoup moins de possibilités de pratique, et ça va encourager une forme de théorisation de l'enseignement, en partie en tout cas. Donc c'est très important, ces questions d'installation et de localisation. Xavier Rochelle, pour l'école forestière de Nancy, l'école est pensée de la même manière, avec des bâtiments pour des cours, et puis vous nous avez dit que là, il y avait pas mal de balades en forêt. Au début, l'école n'est pas pensée dans ces locaux parce qu'on s'arrange avec ce qu'on a, c'est-à-dire qu'il y a eu un peu d'improvisation. On se met dans des locaux qui sont provisoires et puis on achète un hôtel particulier qui permet d'avoir un petit parc qui va prendre des allures un petit peu d'arboretum avec le temps. Et au-delà de ça, bien évidemment, cet hôtel particulier, on a pris soin de le mettre à l'extérieur de la ville, en tout cas à la limite de la ville, pour pouvoir sortir très facilement, faire des travaux pratiques sur un plateau qui se trouve à proximité, et pouvoir donc facilement aller en plein air, etc. Et puis, petit à petit, les locaux s'améliorent, on installera des casernements, histoire de ne pas laisser les étudiants en ville, parce que quand ils sont en ville, ils font un petit peu n'importe quoi. Ah oui, ce sont des étudiants. Voilà. On peut pas le faire différemment, mais dites-nous, Xavier Rochelle, tout à l'heure, vous nous avez expliqué que sous l'Ancien Régime, les questions forestières étaient prises en charge par des gens qui avaient acheté leur office et pas particulièrement des spécialistes, avec cette nuance que quand même ils pouvaient l'être. Désormais, qui est recruté dans cette école forestière? Comment on y rentre? Alors, comment on y rentre? Eh bien, on y rentre d'abord sur un concours direct. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'avoir des lettres de recommandation et des appuis familiaux. Il faut quand même faire preuve d'un certain nombre de compétences. Sauf que ces compétences, au départ, elles sont pas très répandues parmi les candidats étudiants, les personnes qui pourraient se lancer dans cette aventure à Nancy. Et donc le concours, il porte sur le dessin, la grammaire, l'écriture, sur des choses qui n'ont rien à voir avec la forêt. Donc on cherche à avoir des étudiants qui ont la tête bien faite, mais on n'a pas un bassin de recrutement d'étudiants déjà connaisseurs en matière de sciences naturelles. En tout cas en 1824, puis ça va s'améliorer évidemment pendant le siècle. Mais c'est un système de concours pour y rentrer C'est un concours. Vraiment concours. Voilà, ouais. C'est un concours et qui va permettre de recruter une petite promotion de 24 étudiants pour la première année. Donc là aussi, c'est modeste. Et ces étudiants viennent évidemment de milieux aisés. Et quand on regarde les 24 premiers noms, il y a 15 noms en particules. Tout de même, voilà. On retrouve quand même cette persistance de l'Ancien Régime, pour reprendre le titre du livre d'Arnaud Meyer. Stéphane Lambré, pour l'école de Grignon, là aussi un concours ? Alors, il n'y a pas tout de suite de concours. Au début, il est prévu, en 1828, une entrée sans condition de connaissance. On accueille à la fois des élèves de plus de 15 ans internes et puis des élèves de plus de 20 ans qui sont auditeurs libres. Et puis, petit à petit, ça va effectivement se mettre en place. À la fois un examen d'entrée et puis un diplôme de fin d'études. À partir de 1836, on met en place un diplôme. Alors, tout le monde ne l'obtient pas. D'ailleurs, tout le monde ne vient pas le chercher, en réalité. Mais un certain nombre des élèves qui passent par Grignon obtiennent ce diplôme qui est délivré après la soutenance d'un mémoire. On vient soutenir un mémoire devant un jury avec un inspecteur de l'agriculture, etc. Donc ça se met en place petit à petit avant véritablement d'entrer dans une dynamique où on obtient un titre d'ingénieur agricole ou d'ingénieur agronome. Mais ça, c'est plutôt à partir des années 1860. Combien de temps durent les études à Nancy, par exemple ? Typiquement 2 ans. 2 ans, d'accord. Au bout de 2 ans, on est complètement formé ou il est possible de poursuivre la formation ? Alors la poursuite de la formation, elle se fait dans l'emploi. On est typiquement garde générale et donc on va commencer à s'occuper de forêts publiques là où on se fait nommer. Et comme il y a un classement, on peut s'arranger, si on est bon, pour se faire nommer dans les lieux très prisés, là où il y a des belles forêts, etc. Et puis si on n'a pas de chance, on se retrouve en Ariège ou en Corse. Parce que les forêts sont moins prestigieuses là-bas. Voilà, et puis la situation sociale un petit peu plus difficile. Et puis c'est loin des lieux de sociabilité que sont Paris ou les grandes villes du royaume à ce moment-là. Stéphane Lambré, pour la formation à Grignon, là aussi, plusieurs années, avec des spécialités, parce que quand on
on parle d'agronomie, c'est extrêmement large. Et oui, toute la question, c'est effectivement comment on couvre l'ensemble du spectre de la formation. On recouvre en réalité beaucoup de disciplines, de la physique, de la chimie, de la minéralogie, de la géologie, du génie rural, de la zootechnie, de la zoologie, et ça, c'est que l'enseignement théorique. Après, il y a encore tout l'enseignement pratique, et donc effectivement, il y a beaucoup de choses. Une formation de 2 ans et demi, mais encore une fois, il faut bien imaginer qu'au 19e, c'est pas complètement uniformisé, c'est-à-dire qu'il y a des élèves qui viennent, qui reviennent. Les historiens qui se sont penchés sur la question disent que en 1850, il y a à peu près 700 élèves qui sont passés par Grignon, mais plus d'une centaine d'élèves étrangers, et seulement 140 obtiennent le diplôme. Donc certains ne viennent pas le chercher, ce diplôme. Et puis on est dans des sociétés quand même foncièrement rurales. Il faut rappeler que cette formation-là, enfin qu'il s'agisse de Grignon ou de Nancy, c'est la formation à la pointe, dans un regard erroné et vu d'aujourd'hui, on se dit l'agronomie, les forêts, à côté des autres disciplines portées par, Polytechnique, où là on forme des ingénieurs. Non, d'un regard du 19e siècle, vraiment, on est à la pointe de tout, parce que c'est l'agriculture, l'avenir, ce sont les forêts, l'avenir. On peut l'envisager ainsi ? Oui, on est à la pointe de tout, et en même temps, on s'intéresse à une infime minorité d'une certaine manière, parce que compte tenu du nombre d'actifs agricoles en France au 19e, encore plus de 7 millions du côté de 1870, on a quelques centaines d'élèves qui sont scolarisés dans les différentes écoles d'agriculture. Donc on touche vraiment une infime minorité, ça il faut toujours le rappeler, je pense. Mais c'est pareil dans l'univers des forêts, c'est-à-dire que les forêts à ce moment-là de la France ne sont pas sous la coupe des gens qui ont été formés à l'école forestière de Nancy. Pas tout à fait, c'est-à-dire que d'une part, il y a beaucoup de forêts particulières où les forestiers d'État formés à Nancy n'ont pas vocation à intervenir. Et puis, il faut aussi se rappeler qu'il y a des oppositions aussi sur le terrain à l'action des forestiers et qu'il va falloir qu'ils s'imposent dans certains territoires pour pouvoir vraiment exercer leur activité. Pourquoi ils posent problème, ces forestiers ? Alors le problème, c'est que le forestier, il incarne un petit peu l'irruption de l'État dans des territoires qui jusque-là géraient relativement librement leurs communaux, y compris leurs forêts. Et quand le forestier arrive et commence à limiter, par exemple, les droits au pâturage, eh bien, il est le symbole d'une irruption contraignante qui va vraiment gêner des habitudes qui sont séculaires, et ça va mener, dans certains cas, à des difficultés, à des bagarres, à un climat un petit peu difficile. On est au début du 19e siècle, la population peut s'agiter facilement. Et en 1830, en 1848, on a des pics d'agitation qu'on comprend et qui sont en lien évidemment avec le contexte politique global, en tout cas français. C'est la même chose pour Grignon, avec des gens qui sont formés, mais là encore, l'ensemble des fermes de France ne sont pas ici à accueillir des élèves de Grignon. Bien loin de ça, ils sont une centaine, vous nous avez dit. Ouais, en fait, la question de la finalité de ces écoles, elle est pas si évidente que ça. D'ailleurs, il y a un règlement qui est édicté en 1855 qui dit le passage par ces écoles n'a nullement pour but de conduire à des fonctions administratives. Comme s'il fallait un peu, alors c'est un topos du 19e siècle, mais comme s'il fallait un peu éviter justement ce risque que l'on quitte les exploitations. Mais en réalité, qui forme-t-on ? Est-ce qu'on forme des chefs d'exploitation ? Est-ce qu'on forme des professeurs d'agriculture ? Ça va être assez souvent le cas en réalité. Ceux qui sont passés par Grignon deviennent par exemple professeurs départementaux d'agriculture, c'est une fonction qui est créée en 1875. On forme aussi quand même des administrateurs du ministère de l'Agriculture, très clairement, mais c'est pas si simple cette question de où vont les anciens élèves de cette école de Grignon. Ils sont aussi agités, vos élèves à Grignon, que ceux de Nancy. Oh, sans doute. On n'a pas énormément de témoignages, mais il y a pas de raison. Il y a des enjeux politiques quand même, il faut le dire derrière, parce que Grignon est formé sous la Restauration. C'est une école qui, comme d'autres, va s'adapter à différents régimes politiques. L'Institut national agronomique, qui est un peu vu comme le rival de Grignon, est fondé lui pendant la Deuxième République en 1848. Bref, il y a quand même là des options politiques qui sont pas les mêmes. Et des enjeux économiques. L'économie forestière comprend l'ensemble des connaissances nécessaires à l'administration la mieux entendue des forêts, eu égard aux intérêts du propriétaire en particulier et à ceux du pays en général. Cette science est complexe. Elle emprunte aux mathématiques, à la physique et à la chimie, à l'histoire naturelle,
au droit et à l'économie politique, les parties dont elle a besoin pour se constituer, ainsi que pour éclairer les combinaisons et les faits pratiques qui font la base du traitement des forêts. Or, ce sont ces faits pratiques qui, réunis et coordonnés en corps de doctrine, ont reçu la dénomination de culture des bois ou sylviculture. Production soutenue, régénération naturelle, amélioration progressive, tel est le but de la culture des bois. France Culture, le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Un extrait du cours élémentaire de culture des bois par Bernard Lorenz, qui était le premier directeur de l'école des eaux et forêts de Nancy en 1855. Une lecture de Raphaël Laloum dans le cours de l'histoire. Xavier Rochelle, nous avons la théorisation de la manière dont il faut s'occuper des forêts. Aujourd'hui, on parle de sylviculture. Je ne sais pas si c'est cela, en fait, l'école de Nancy. C'est aussi penser la manière dont on s'occupe des forêts. C'est beaucoup de choses en fait. Ça peut être des choses très pratiques qui relèvent par exemple de la topographie, etc. Mais ça peut être aussi l'aménagement des forêts, c'est-à-dire qu'on va réfléchir à la façon dont les exploitations vont être réparties, organisées. Et sur le long terme, c'est-à-dire qu'il faut penser à l'échelle de vie d'un arbre. Typiquement, un chêne sera abattu facilement à 150 ans. Et donc, il faut imaginer les choses avec beaucoup d'anticipation. Et puis ces forêts rapportent, c'est vraiment cela. C'est réfléchir à l'économie sur un temps relativement long quand il s'agit des chênes. C'est ça, et donc il va falloir réfléchir à la croissance des arbres, à la façon optimale de les disposer sur le terrain. Ça peut être beaucoup de choses comme ça. Et donc à partir du début du 19e siècle, on utilise au départ du fonctionnement de l'école des traités allemands, qui sont des traités de sylviculture, donc qui sont traduits ou pas d'ailleurs, puisque tous les élèves sont formés à l'allemand, et ils ont des cours de langue allemande. Et puis bien évidemment, on a envie à Nancy d'avoir son propre manuel, son propre traité. Et ce traité dont on vient d'entendre un petit extrait là, donc c'est le cours élémentaire de culture des bois, qui est commencé par Lorenz, premier directeur de l'école forestière, et achevé par Parade, troisième directeur de l'école forestière. Et à partir de là, les forestiers ont leur bible en quelque sorte, leur guide absolu dans la gestion des forêts, et ce sera le cas pendant tout le 19e siècle. Ça va rester une référence très importante. Adolphe Parade, avec les forêts, on l'entend bien pour exploiter le bois, faire que la forêt puisse durer, vivre et faire vivre des gens, et puis pour toutes les utilisations de la forêt en ce temps-là. La Véleda, ce sont les trompes de chasse de Chambord en lien avec Nancy, évidemment. Vous faites oui de la tête, Xavier Rochelle, parce que nous sommes dans un monde où la chasse est omniprésente. Est-ce que, en ce temps-là, l'école forestière de Nancy a pour préoccupation justement d'aménager les forêts pour les chasses à courre, toutes ces choses-là? Est-ce que ça rentre dans des préoccupations des forestiers du temps? Oui, ça rentre surtout dans leur culture. C'est certainement pas au cœur de leur mission principale. C'est-à-dire que leur mission principale, ça consiste essentiellement à fermer les forêts aux agriculteurs et donc à chasser tout ce qui est pâturage, à chasser tout ce qui est culture, évidemment culture en forêt, et essayer de restocker les forêts en termes d'arbres, en termes de bois, etc. Et on a quelque chose comme 9 à 10 millions d'hectares de forêts au lieu de 17 aujourd'hui, donc déjà on n'a pas beaucoup de forêts, mais surtout ces forêts, elles sont pauvres, elles sont pauvres en bois, et donc l'obsession vraiment des forestiers, ça va être plutôt de produire du bois. D'où le culture des bois, l'expression culture des bois, l'expression sylviculture qui est au cœur de l'activité des forestiers, autrefois beaucoup plus qu'aujourd'hui. Mais on parlait de la temporalité, c'est vrai que pour faire pousser un arbre, un chêne, faut attendre longtemps. Stéphane Lambré, pour l'agronomie, nous imaginons des temps plus courts, parce que la vie d'une biquette ou pour une récolte du blé, c'est beaucoup plus court, mais en réalité, non, le temps long est là aussi parce que l'amélioration des races, ça fait aussi partie des préoccupations d'agronomie.
Oui, l'agronomie couvre un spectre extrêmement large. On parle de sylviculture aussi à Grignon, donc on s'intéresse aussi à cette temporalité-là, mais aussi à l'amélioration effectivement des races. Et puis petit à petit, il faut se dire aussi que Grignon va très vite devenir aussi un centre de recherche, pas seulement un lieu d'enseignement. Et donc par cette dimension de recherche, notamment chimie agricole, un professeur comme De Hérin qui fonde les Annales agronomiques, il couvre un champ extrêmement large de questions, avec à la fois donc ce centre de recherche, des endroits pour faire des expériences, des stations agricoles, des champs d'expérience. Donc effectivement, on s'intéresse en fait à des temporalités multiples. Mais ce qui se passe à Grignon ne peut se passer qu'à Grignon, au sens où la diversité des terroirs en France fait que tout ne peut pas se passer à Grignon. Et dans le même temps, j'imagine qu'il y a des liens avec toutes les autres expériences qui peuvent avoir lieu en province. Vous évoquez Montpellier pour la vigne. C'est sûr qu'il est difficile d'avoir du Rivesaltes à Grignon. Effectivement. Oui, il y a une idée un peu de se répartir des champs de compétences, sans jeu de mots, mais avec cette idée effectivement que on ne fait pas la même chose à Grignon, à Grandjouan, qui est également une école qui est fondée cette fois-ci dans l'Ouest. Et puis petit à petit, dans le dernier tiers du 19e siècle, on multiplie en fait ces établissements. Et donc à chaque fois, il y a cette idée de s'adapter aux spécificités locales, ce qui est plus ou moins évident, mais qui est un peu aussi un gage pour attirer des élèves. Parce que si on enseigne à Montpellier sans parler de viticulture, on va peut-être pas attirer grand monde. Avec, dans le cas de Nancy, Xavier Rochel qui nous expliquait que sous la Troisième République, à la fin du 19e siècle, il y avait une forme de militarisation un petit peu de l'école forestière de Nancy. On voit des phénomènes similaires pour Grignon ? C'est un mouvement assez général, cette question de la militarisation à l'école, en fait. Donc, je pense pas qu'il y ait de spécificité ici pour Grignon ou pour les enseignements agricoles de manière générale. Ceci étant, il est assez fréquent que des chefs d'établissement ou des responsables de la discipline des écoles soient d'anciens militaires. Et donc, il y a effectivement cette culture-là, sans forcément d'exclusive, voilà, sans particularité notable à mon sens. Mais on retrouve un schéma avec l'uniforme, j'imagine les traditions, mais ça, c'est quelque chose qui se produit partout. Oui, et puis à partir du moment où Grignon, comme d'autres, se pense comme école nationale, comme grande école, elle est très attachée à fonder, avec une association d'anciens élèves très vigilante sur ces questions-là. Dans les grandes écoles, on a toujours cette question des associations d'anciens élèves qui veillent aux intérêts des diplômés, qui veillent à l'évolution de l'enseignement, qui veillent au titre aussi, qui est obtenu à la fin des études. Nancy, j'imagine la même chose, les anciens élèves, ou en tout cas la conscience d'être passé par l'école forestière de Nancy. Il y a un esprit de corps très très important chez les forestiers depuis toujours. Il y a aussi l'uniforme vert depuis le début de l'école. Il y a évidemment des traditions, toute une suite de chansons et de traditions estudiantines. Ça, c'est très important. Et ça se traduit plus tard évidemment par les relations de carrière et là encore par des associations d'anciens élèves qui sont extrêmement actives et qui sont encore très actives aujourd'hui. Oui, mais c'est ça qui fait aussi la force de ces grandes écoles, c'est l'identification. J'appartiens à cette grande école. Et c'est important avec des réseaux qui se mettent en place. C'est quelque chose, là aussi, que l'on peut constater. Les gens qui sont passés par Grignon connaissent les autres, les nouveaux, et les accueillent plus favorablement. Oui, il y a ça. Il y a si on est un ancien de Grignon, on n'est pas un ancien d'ailleurs. On est un agro et c'est important. Ce sont des réseaux effectivement qui permettent le placement d'une certaine manière. Et puis ce sont aussi des réseaux, y compris dans l'administration. Un seul exemple, Eugène Tisserand, grande figure sous la Troisième République, inspecteur général de l'agriculture, directeur de l'agriculture au ministère, qui est un ancien de l'Institut national agronomique et qui a cette culture-là et qui va beaucoup pousser, aussi bien Grignon que l'Institut national agronomique qui est refondé en 1876. Oui, parce que cette histoire des grandes écoles n'est pas une histoire immobile. Et je l'entends bien, depuis la naissance de ces grandes écoles, 1824 pour Nancy, 1826 pour l'école d'agronomie de Grignon, il y a des changements, des évolutions et aussi des adaptations, sans doute, aux changements, parce qu'à force de planter des arbres, ça y est, les forêts s'améliorent. Et donc, voilà, il y a d'autres réflexions qui apparaissent. Dans ce qui me paraît très important sur les périodes plus récentes, c'est le lien retrouvé avec l'agriculture.
Et il faut se rappeler qu'aujourd'hui, l'école forestière de 1824, son héritier, le site de l'école forestière rue Girardet à Nancy, c'est un site d'agro-paritech. C'est-à-dire qu'à force de fusionner des écoles, on a retrouvé le lien avec l'agriculture. Et c'est une espèce de pied de nez à l'histoire, puisque justement en 1824, il s'agissait de chasser l'agriculture et de faire de la forêt un espace producteur de bois et exclusivement producteur de bois. Et aujourd'hui, on a une vision plus ouverte, une espèce d'ouverture de l'enseignement et de la recherche vers quelque chose d'un petit peu plus intégré, on va dire. C'est fascinant de voir cette histoire-là avec l'école forestière de Nancy qui s'occupe des forêts, qui chasse l'agriculture. Et ça, c'est Grignon qui s'en occupe. Mais Grignon, c'est pas loin de Versailles, donc c'est pas tout près. Et vous nous dites qu'avec AgroParisTech, qui est une création récente, hein, c'est les années 2000... 2007. Alors oui, ça doit être 2007 et auparavant c'était l'ENGREF et donc on avait cette association avec le génie rural qui était déjà donc une évolution importante et un affaiblissement d'une certaine manière de la spécificité purement forestière au départ de l'école. Et donc Grignon et Nancy aujourd'hui sont associés au sein d'AgroParisTech, mais c'est l'histoire de l'évolution aussi de l'agronomie, parce que l'agronomie telle qu'elle a pu être pensée dans les années 1820 n'est évidemment pas la même chose à la fin du 19e siècle, et puis au 20e siècle avec la mécanisation, et puis toute la chimie aussi, hein, les engrais. L'agronomie change, et puis les terrains d'application des savoirs agronomiques également. Je crois qu'une des évolutions notables quand même à la fin du 19e, c'est la projection coloniale en fait de cet enseignement-là, qui est hyper intéressant, où il y a aussi un fort esprit de corps, hein, des ingénieurs agronomes qui sont formés pour partir dans des espaces sous domination coloniale. C'est le cas en Afrique du Nord en particulier, hein, où sont créés des instituts agricoles. Et donc là, on retrouve encore un terrain qui renouvelle aussi les savoirs, parce qu'il s'agit là d'agriculture tropicale, par exemple, ou d'agriculture coloniale. Ce sont des spécialisations qui vont se mettre en place, qui vont se développer à la fin du 19e et au début du 20e siècle, qui vont se développer en France. Par exemple, il y a ce qu'on appelle le jardin colonial de Nogent, qui est fondé ça va être en 1899, et puis qui est fondé aussi sur place, avec des établissements qui jouent un double rôle, à la fois d'adaptation des savoirs à des climats, à des terroirs, et puis qui joue aussi un rôle de sélection sociale sur place, la bonne société qui fréquente ces établissements-là. Xavier Rochelle, les forêts coloniales, là aussi, entrent dans le champ d'application de l'école forestière de Nancy ? Ah, tout à fait. Et Nancy, au 19e siècle et dans une grande partie du 20e siècle, c'est la petite capitale forestière de la France, mais c'est aussi un des deux sites d'enseignement de référence à l'échelle du monde, bien évidemment. Et on pense à l'Empire français, bien évidemment. Mais les Anglais viennent former leurs forestiers à Nancy, en tout cas jusqu'à ce qu'ils créent leur propre école coloniale forestière à Cooper's-Hill en 1885, mais auparavant, des dizaines de forestiers anglais se forment à Nancy et vont ensuite essaimer en Inde, aux États-Unis, en Australie, etc., fonder leurs propres écoles forestières, en partie sur le modèle de Nancy. Et le grand personnage de la foresterie américaine, par exemple, qui est Gifford Pinchot, qui est connu pour des tas de raisons, y compris dans son engagement environnemental, c'est quelqu'un qui a été formé à Nancy pendant un an, en 1889, l'année de la Tour Eiffel. Et donc, il est parti ensuite fonder l'US Forest Service aux États-Unis et une école forestière au sein de l'université de Yale. Donc, ces agronomes, ces forestiers qui étaient inspirés par le modèle allemand au début du 19e siècle, ce qui a conduit à la création de ces deux écoles, deviennent eux-mêmes, j'allais dire influenceurs, quelle horreur, mais inspirent eux-mêmes les autres pays, c'est-à-dire que ces deux écoles deviennent modèles après à l'étranger. On regarde ce qui se passe à Grignon, à Nancy, à Grignon. Oui, Grignon devient un pôle de référence qui est observé à l'étranger, mais je pense que plus largement, en fait, l'historiographie se méfie quand même assez largement maintenant de cette question du retard, du modèle, etc., en regardant un peu les circulations. Et les circulations, il y en a dans tous les sens. C'est vrai pour l'enseignement agricole, c'est vrai pour l'enseignement technique. Hein, l'idée que l'Allemagne est en avance tout le temps, c'est pas si évident que ça. Et quelquefois, alors même qu'on observe l'Allemagne en France, l'Angleterre observe la France en disant « Ah bah voilà le modèle ». Et donc, du côté agronome, c'est un peu la même chose. On a effectivement des circulations comme ça, avec des grandes personnalités, des grands savants qui sont passés par Grignon, par exemple. Pour l'agriculture coloniale, on peut penser à Jean Dybowski, qui est une grande référence sur ces questions-là à la fin du 19e, au début du 20e. Donc il n'est pas étonnant que les étudiants venus de pays où il y a de grandes forêts s'intéressent à ce qui se passe à Grignon, et quand il y a des grandes forêts, surtout à Nancy.
Je suis venu en France pour étudier les problèmes de protection de la nature grâce à une bourse d'études des Nations Unies. J'ai pu observer que l'excellence de l'enseignement donné à l'École nationale des eaux et forêts de Nancy, et qui est aussi bien connue au Brésil comme dans le monde entier, m'a été complètement confirmée depuis mes premiers contacts avec son directeur, ses professeurs et ses élèves. Pendant la tournée que nous venons de faire au centre sud-ouest de la France, j'ai eu la chance d'assister avec un intérêt chaque jour plus grand la démonstration pratique des enseignements qui avaient été donnés en classe. La coopération que cette école apporte au développement de la science forestière depuis 126 ans me fait souhaiter qu'un nombre plus grand de mes compatriotes puissent y profiter aussi pour les progrès forestiers de notre pays. Un étudiant brésilien qui se trouve à l'École nationale des eaux et forêts de Nancy en 1953, Xavier Rochel. Donc cette influence, on l'entend bien, les forêts, l'Amazonie sans doute, le Brésil, eau et forêt. La place de l'eau dans cette histoire-là ? Il y a toujours une place de l'eau importante. Quand l'école est créée, ce n'est plus les eaux et forêts, c'est l'administration des forêts et des officiers forestiers. Et puis l'appellation eau et forêt revient à la fin du 19e siècle pour un temps. Hein. Donc c'est quelque chose qui est forcément important en lien avec l'école, en lien avec l'enseignement. Et on voit dans cette longue histoire combien, ce que vous nous expliquez, Xavier Rochel, il y eut un temps où les gens ne voyaient pas d'un bon œil ces forestiers qui arrivaient et puis qui allait leur donner des leçons. J'imagine que c'est la même chose pour l'agronomie, des pratiques comme ça qui étaient complètement chamboulées par des gens en disant mais ils sont même pas d'ici, ils viennent nous donner des conseils. C'est tout l'enjeu, notamment dans la deuxième moitié du 19e. Il y a une grosse réflexion dans ces écoles d'agriculture, à Grignon comme ailleurs, de se dire mais comment peut-on faire évoluer les pratiques et on va développer plein d'institutions un peu originales, des stations agronomiques, mais surtout des champs d'expérience, des champs de démonstration, avec l'idée que par la démonstration, par l'exemple, on peut essayer de faire évoluer les pratiques, mais c'est extrêmement difficile et de toute façon on reste, je l'ai dit, sur quelque chose de très minoritaire. Ce qui reste majoritaire, c'est la transmission des savoirs, des savoir-faire dans le contexte familial, souvent, avec cette idée que c'est par reproduction que l'on peut devenir agriculteur. Jusqu'aux années 1960, ça reste très peu d'agriculteurs sont diplômés en réalité. Et puis avec des fermes-écoles un peu partout en France, c'est-à-dire ça propage l'idée que l'agronomie peut être bénéfique pour tout le monde. Et même s'il y a un regard un peu particulier porté sur la personne qui arrive et qui donne des conseils, l'idée même d'agronomie, ça c'est quelque chose qui entre dans les esprits. Ouais, il y a ça, et puis on va multiplier les formes. Je parlais de champs de démonstration, il y a aussi des écoles ambulantes qui sont mises en place toute fin 19e, début 20e. Dire aller dans le village pour éviter cet effet, l'agronomie c'est loin, c'est une grande école très très loin qu'on ne connaît pas bien. L'idée avec des écoles ambulantes, c'est d'aller au contact des garçons, mais aussi des filles d'ailleurs, pour leur montrer les avantages très concrets, très pratiques des évolutions culturelles. Et puis on le voit bien ça nettement avec tous ces ouvrages qui se diffusent, les gens achètent pour lire et être au plus près des progrès de l'agriculture, des progrès de la sylviculture au moment de préserver les îles. Il nous lisait ici un extrait du manuel de l'arbre, un manuel d'Émile Cardot, publié pour sa 8e édition en 1933. Xavier Rochel, c'est ce succès-là aussi, ce rapport particulier à nos forêts qui est à mettre à l'actif de l'école forestière de Nancy. Oui, c'est tout un engouement en fait qui va apparaître parce que à l'époque de la fondation de l'école, on est dans le minimum forestier français et dans la deuxième moitié du 19e siècle, on voit la courbe des surfaces forestières s'inverser, on voit des reboisements qui se multiplient et un véritable engouement pour la forêt. D'un côté, un engouement sincère avec ce texte très lyrique là, mais de l'autre côté aussi une espèce de manipulation ou des efforts pratiquement de propagande en faveur du reboisement de la part de certains milieux. Et le manuel de l'arbre, c'est un manuel qui est en fait très politique, qui est distribué dans les écoles. À partir de 1907, un très très grand nombre, la première édition, la seule première édition, c'est 50 000 exemplaires. Et on cherche donc à donner une culture forestière et un amour de l'arbre aux jeunes Français et à encourager fortement le reboisement, y compris avec des discours un petit peu étonnants sur, par exemple, les ruines de Timgad, les ruines
origines romaines d'Afrique du Nord, dont la ruine serait liée évidemment à une mauvaise gestion des forêts, ce qui est peut-être un tout petit peu exagéré. C'est exagéré, mais en tout cas ça fait peur. Et pour prolonger l'amour des arbres, il y a la série que le cours de l'histoire a consacrée à l'histoire de forêt. 4 épisodes à retrouver sur franceculture.fr et l'appli Radio France, de la forêt de Tronchet avec ses gros chênes voulus par Colbert à la forêt des Landes, en passant par Verdun ou Brocéliande bien sûr. Il y a toutes ces histoires de forêt. Et Stéphane Lambré, vraiment, on l'entend bien ici, hein, ces questions d'agronomie qui sont des questions extrêmement techniques, sont aussi une préoccupation pour les autorités, parce que on sait combien l'agriculture c'est important dans l'économie en France. Oui, c'est important. C'est aussi dans le cas de crise, hein, je pense à la crise du phylloxéra par exemple, là on a besoin effectivement des agronomes pour essayer de trouver des solutions. Ça détruit toutes les vignes, ça. Exactement. Et donc oui, les autorités sont extrêmement soucieuses de ces savoirs-là, et c'est aussi pour ça que les ingénieurs agronomes vont peupler un petit peu l'administration de l'agriculture. Alors c'est pas les seuls, mais néanmoins ils sont très recherchés pour leurs compétences sur ces questions. Parce que c'est toujours la question au moment de s'inscrire dans des études. Moi, j'entends bien ici la formation, le concours, la sélection, et puis les études difficiles quand même. Et puis après, que devient-on ? Donc, pour l'agronomie, en tout cas, une fois qu'on est passé par l'école de Grignon, et là, je parle de manière historique, la plupart poursuivaient leur travail dans l'administration. La plupart peut-être pas, mais en tout cas un nombre assez substantiel d'entre eux, quelques-uns effectivement deviennent réellement chefs d'exploitation. C'est assez varié en réalité, hein, mais on raisonne quand même sur des effectifs qui certes s'accroissent à la fin du 19e, qui sont restés longtemps modestes, mais ça fait presque des espèces de sous-groupes. Il y a le sous-groupe de ceux qui vont partir plutôt sur le terrain colonial, il y a le petit groupe qui va partir vraiment vers des fonctions administratives, etc. Et puis quelquefois une porosité, hein. On passe d'un contexte à un autre. Pareil, Xavier Rochel, pour l'école forestière de Nancy, l'idée c'est de s'occuper des forêts domaniales, et pas seulement domaniales, en tout cas de toutes les forêts, mais pourquoi pas de forêts privées aussi ? On forme des forestiers d'État qui ont pour vocation à gérer la forêt publique, donc domaniale, communale, sectionnale, essentiellement. Par contre, on a, au-delà de ces élèves qu'on appelle au départ les élèves du gouvernement, on a des élèves libres qui peuvent être des fils de propriétaires forestiers ou qui peuvent être des élèves étrangers, par exemple, et qui ont donc des parcours beaucoup plus variés et qui, eux, n'ont pas forcément vocation à devenir garde général, sous-inspecteur, inspecteur, conservateur, comme le sont leurs camarades de la forêt publique. Et tout cela aujourd'hui est réuni dans AgroParisTech, hein, où on retrouve l'Institut national agronomique, donc c'est Paris-Grignon, l'École nationale du génie rural des eaux et forêts, et encore l'École nationale supérieure des industries agricoles et alimentaires, parce que tout ça, ça forme un mouvement général. Merci vivement à tous les deux d'être venus dans le cours de l'histoire. Xavier Rochel, Stéphane Lambré, j'en profite d'ailleurs, puisque nous parlons de formation, de signaler votre ouvrage, hein, Le retour de l'apprentissage au XXe siècle, comment la France a adopté l'alternance. Et là aussi, vaste question qui mériterait d'être approfondie. Merci vivement à tous les deux d'être venus dans le cours de l'histoire. Prochain épisode, au moment de former les élites, la République fait Sciences Po neuve sous la Troisième République. Ceux qui, autrefois comme aujourd'hui, professeurs ou étudiants, ont fréquenté la rue Saint-Guillaume, quelles que soient leurs préoccupations d'avenir ou de carrière, étaient et sont tous intéressés et souvent passionnés par la politique. Le président Pompidou qui évoque la rue Saint-Guillaume et donc Sciences Po dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Thomas Beau, à la technique Alex Dang, émission préparée par Jeanne Delecroix, Raphaël Laloum, Jeanne Copet, Luce Mourant, Sidonie Lebeau et Maïwen Guizou. Le cours de l'histoire, une émission à écouter, à podcaster sur notre site franceculture.fr et l'appli Radio France.